de ce qu'on me demande de parler. Je suis quelqu'un de très discipliné. Et donc effectivement, on me fait le plaisir de partager avec vous le sujet de la science surrénale aiguë. Et donc j'ai longtemps hésité de savoir par quel bout je devais le prendre, puisque la science surrénale aiguë en tant que telle n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui le Critical Illness Related Corticosteroid Insufficiency. Donc je vais faire la science surrénale aiguë, puis je terminerai sur le CIRSI. Donc la définition de la science surrénale aiguë, c'est important, un état réversible, caractérisé par la perte des effets homéostatiques des hormones produites par la surrénale, en particulier le cortisol, mais pas que le cortisol. Et en général, c'est une situation de stress qui va démasquer l'existence d'une insuffisance cortisolique. Un bref rappel pour vous rappeler que les surrénales sont ces deux petites glandes situées au pôle supérieur des reins, qui sont de taille assez modeste, qui sont extrêmement vascularisées sur le plan artériel et très peu vascularisées sur le plan veineux, ce qui fait que dès que vous avez une augmentation du débit cardiaque, il y a une importante augmentation du flux entrant sanguin de la surrénale qui ne peut pas être drainé par le réseau veineux. Et donc l'une des premières manifestations du stress, c'est une augmentation du volume des surrénales qui est liée à l'augmentation du flux sanguin dans les surrénales. Les surrénales, elles sont composées de deux parties, la partie corticale et la partie médulaire. Là, je ne parlerai pas de la partie médulaire, vous le savez, c'est cette partie qui est une prolongation du système neurologique, du système nerveux central, et donc qui va produire les catécholamines principalement. La zone corticale est elle-même répartie en trois couches, de l'extérieur vers l'intérieur. Vous avez d'abord la glomérulée, qui est principalement la zone de production des minéralocorticoïdes, et qui est régulée donc par la rénine, angiotensine, aldostérone. Ensuite, vous avez la zone fasciculée, qui est la portion la plus large du cortex, qui elle est régulée par l'ACTH en situation physiologique. Dès qu'il y a un état de stress aigu, notamment une inflammation aiguë, eh bien le contrôle de cette zone est déporté de l'ACTH vers des mécanismes dits non ACTH dépendants et principalement reposant sur les médiateurs de l'inflammation. Et puis enfin, vous avez la réticulée tout au fond, qui, elle, assure la synthèse des hormones sexuelles. Sur le plan physiologique, il faut bien avoir en tête qu'on sait depuis longtemps que si on enlève les surrénales, on meurt. Chez le mammifère en tout cas. D'accord ? Ce qui est très intéressant, c'est que si on n'enlève que les médullosurrénales, c'est-à-dire la production des catécholamines, on ne meurt pas. Si on enlève le cortex surrénalien, c'est-à-dire la production des glucocorticoïdes, en particulier, et des minéralocorticoïdes, et qu'on maintient la médulla, c'est-à-dire la production des catécholamines, on meurt. Donc c'est un organe, un appareil glandulaire qui est indispensable à la survie de l'homme. Et donc vous avez, ce décès survient vraiment très rapidement, en quelques jours, à la fois par le déficit en minéralocorticoïdes, c'est-à-dire qu'on va avoir une perte d'eau et d'électrolytes extrêmement rapidement et de façon importante, et donc un état d'hypovolémie massive. Et puis on va, par la perte des glucocorticoïdes, perte de la régulation du glucose et entre autres, et puis de l'homéostasie immunitaire également. Et par ailleurs, si on prend des extraits de cortex surrénalien et qu'on les administre après surrénalectomie, on restaure et on rétablit une homéostasie tout à fait normale. Je vais vous passer cette diapositive, je ne vais pas rentrer dans les détails. La seule chose que vous devez avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas d'hormones cortico-surrénaliennes s'il n'y a pas de cholestérol. Elles sont toutes produites à partir du cholestérol. S'agissant du cortisol, les surrénales ne le stockent pas. Donc, lorsqu'il y a besoin de cortisol, il faut le produire instantanément et en flux tendu. Ensuite, vous voyez que les minéralo-glucocorticoïdes et androgènes partagent pas mal d'étapes enzymatiques, et ce qui explique que lorsqu'on a un déficit en gluco, on a souvent un déficit en minéralocorticoïdes associé,
et assez souvent un déficit en androgènes et en particulier en DHEA. Là aussi, je vais passer assez rapidement sur la régulation. Donc, vous savez que le cortisol, normalement, suit un rythme nictéméral avec un pic en début de matinée vers 7 heures, puis ensuite ça décroît progressivement pour atteindre un creux aux alentours de minuit, que le cortisol lui-même régule sa synthèse par une boucle de rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse, en situation normale, encore une fois, et physiologique. Et enfin que cet axe est lui-même sous le contrôle du système noradrénergique et du système vasopressinergique, de la vasopressie. Alors, le diagnostic, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse, nous, cliniciens, je vais dire, en fait. À partir de quand on suspecte et comment on confirme, et ensuite, qu'est-ce qu'on propose éventuellement à nos patients. Alors, du point de vue de la sémiologie clinique, il n'y a rien de neuf depuis la description par Thomas Addison de la crise addisonienne. Et donc, ce qu'il faut retenir de la symptomatologie clinique, c'est qu'elle est extrêmement hétérogène. Le malade peut être vraiment polysymptomatique jusqu'à extrêmement grave, avec un tableau mimant un choc septique. C'est-à-dire une défaillance circulatoire avec un état hyperkinétique et des résistances vasculaires systémiques effondrées. Ça, c'est sur le plan hémodynamique. Mais il y a également des désordres digestifs extrêmement fréquents, des nausées, des vomissements, et en réanimation, l'existence d'une intolérance digestive à la nutrition entérale peut être une manifestation d'une insuffisance surrénalienne. Les troubles de conscience qui peuvent aller jusqu'au coma, et donc le coma inexpliqué, ou le délirium, ou la confusion, puisque c'est un peu à la mode en réanimation, peut être lié à une insuffisance surrénalienne. Bon, je vous ai résumé ici donc, ce qui est proposé par nos amis endocrinologues qui ont donc fait récemment une conférence de consensus et établi donc des recommandations pour le diagnostic et le traitement de l'insuffisance surrénale aiguë, quel que soit le contexte, c'est-à-dire y compris en réanimation. Donc le premier auteur est Stéphane Bornstein, et vous pouvez assez facilement accéder, puisque c'est en accès libre, à l'article dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Donc, il différencie les situations en fonction de la sévérité, bien évidemment. L'insuffisance surrénale, on va dire subaiguë, la crise adrénalienne ou la crise addisonienne. Et donc, vous avez de rappeler sur la colonne du milieu les principaux signes et symptômes, je ne reviens pas. Et s'agissant donc des examens de laboratoire de routine, eh bien, vous le savez, l'insuffisance surrénale, ça va se traduire par une hyponatrémie avec une natriurèse augmentée, ça va se traduire par une hypercalémie avec une kaliurèse effondrée, et puis dans les situations graves, par des hypoglycémies. Et nous qui pratiquons, je pense, en principe, pour beaucoup d'entre nous, un certain niveau de contrôle glycémique chez nos malades de réanimation, eh bien, on est dans une situation où rend difficile l'interprétation de cette manifestation-là, puisqu'on ne sait plus si c'est l'insuline qu'on administre qui est responsable ou si c'est justement parce qu'il y a une insuffisance surrénalienne. Et enfin, il faut savoir également que parfois l'insuffisance surrénale se manifestera chez vos patients par une hypercalcémie. Un malade de réanimation qui a une hypercalcémie doit attirer l'attention sur la fonction surrénalienne. De la même façon, la survenue d'une hyperosinophilie chez le malade de réanimation doit également attirer l'attention vers l'insuffisance surrénale après avoir éliminé d'autres causes, bien évidemment. Alors, du point de vue des tests de laboratoire, qui doit être testé ? Eh bien, c'est assez simple dans les recommandations. C'est tout patient chez qui vous suspectez une insuffisance surrénale. Et donc, quand vous regardez les symptômes qui sont présentés, vous voyez qu'en gros, tout patient qui a un tableau de sepsis en réanimation, il faut le tester. Et donc, ces recommandations, encore une fois, des sociétés d'endocrinologie européennes et américaines et pas des sociétés de réanimation. Et donc, leur recommandation est que le meilleur test aujourd'hui reste le test au synactène,
Et je ne sais pas si c'est sur cette diapositive-là ou sur une diapositive suivante, mais le critère diagnostique sur le test au synactène, c'est le pic de cortisol inférieur à 18 microgrammes par décilitre. Et donc, un patient qui a une hypotension, des troubles digestifs, une confusion en réanimation, qui au test au synactène a un pic de cortisol 30 ou 60 minutes après 250 mg de synactène, a priori les critères d'insuffisance surrénalienne. Et chez ces patients-là, voilà, c'est là que cette donnée est apportée. S'agissant de l'intérêt ou pas du test à 1 microgramme versus 250 microgrammes, encore une fois, ils ont tranché en faveur du test à 250 microgrammes. Et la principale raison, c'est que c'est beaucoup plus pratique, parce que le synactène, ça existe en ampoule de 250 microgrammes. Et donc, si vous donnez 250 microgrammes, c'est facile pour nos infirmières, c'est une ampoule à injecter. Si vous demandez d'injecter 1 microgramme, il y a un travail de dilution à faire pour injecter 1 microgramme. Et mine de rien, c'est une charge de travail supplémentaire. Et comme il n'y a pas d'évidence dans la littérature que ça a un meilleur pouvoir discriminant que le test à 250 microgrammes, la conférence de consensus donc propose de retenir le test à 250 microgrammes. Ok, après j'insiste pas sur les trucs qui sont moins de la réanimation, je vais passer aussi assez vite sur ce tableau-là pour vous indiquer que les causes d'insuffisance surrénale sont extrêmement nombreuses. Si on passe sur les causes rares chroniques d'origine génétique, on voit que les troubles de l'hémostase, le fait d'être sous traitement anticoagulant, sont autant d'interventions qui peuvent aboutir à de l'hémorragie, y compris non macroscopique au niveau des surrénales et altérer le fonctionnement de la surrénale. Les infections, bien évidemment, les patients qui ont des métastases ou des tumeurs surrénaliennes. Et puis, même si ce n'est pas sur cette diapositive, toute une série de médicaments dont on sait qu'ils bloquent les différentes étapes enzymatiques. Peut-être que l'un des plus célèbres est l'utilisation de l'éthomidate et des dérivés, dont on sait qu'ils bloquent la dernière étape de synthèse du cortisol. On retrouve les causes sur cette diapositive. Donc l'arbre décisionnel qui est proposé est le suivant. Vous voyez que c'est finalement assez simple, on va dire, sur la recherche de causes, mais on est peut-être plus à ce moment-là, on a déjà fait appel à nos collègues endocrinologues, sans forcément nous-mêmes nous lancer dans la recherche de la cause une fois le diagnostic fait. Donc en gros, vous voyez que ça passe d'abord par le dosage de la 17-hydroxyprogestérone et puis ensuite par éventuellement des examens d'imagerie ou des examens génétiques pour quelques formes rares. L'approche thérapeutique, elle est assez simple. Là encore, il n'y a presque rien de neuf depuis plus d'un demi-siècle. Le traitement, c'est facile, c'est l'hydrocortisone, administré par voie parentérale à la dose de 100 mg en bolus, ensuite suivi par l'administration de 200 mg en dose quotidienne par jour. Il y a une adaptation à faire chez l'enfant en fonction de la surface corporelle. Et s'il n'y a pas d'hydrocortisone, ça peut arriver, il y a 2 ou 3 ans, il y a eu aux États-Unis une rupture d'approvisionnement d'hydrocortisone sur tous les États-Unis. Après, ils vont nous dire qu'ils ne font pas de corticoïdes dans le sepsis. Il suggère d'administrer de la prénisolone et le moins souvent possible, vous voyez, la dexaméthasone, parce qu'elle n'a pas du tout d'effet minéralocorticoïde. Et à chaque fois qu'on suspecte ou qu'on a confirmé l'insuffisance minéralocorticoïde, il faut donner de la fludrocortisone à la dose de 50 à 100 microgrammes. Je vois que j'arrive à la fin, donc je vais aller assez vite dans la dernière minute qui reste, parce qu'on est assez proche sur les recommandations en réa finalement. Donc je passe sur la définition du CIRSI, et puis sur les différents aspects physiopathologiques. On voit que chaque étape peuvent être altérées, depuis la synthèse du cortisol jusqu'au transport du cortisol et son métabolisme, jusqu'à l'accès et à la captation par les cellules et l'utilisation de la fixation au récepteur glucocorticoïde. Donc voilà, en réanimation, ce que l'on a considéré comme étant être des symptômes devant attirer l'attention du clinicien vers la suspicion d'une insuffisance surrénalienne ou d'un CIRSI. Et donc, en termes de recommandations,
On n'a pas réussi à se mettre d'accord sur les malades de réanimation pour savoir entre un cortisol simple versus un testosterone. Ceci étant, tu allais directement à la conclusion, c'est une très bonne chose. Ceci étant, je crois qu'il est raisonnable de rester sur les propositions de la conférence de consensus des endocrinologues, c'est-à-dire qu'un malade qui a un pic de cortisol post-ACTH inférieur à 18 microgrammes par décilitre, il ne faut pas trop jouer les intellectuels, il faut le considérer comme ayant une insuffisance surrénale et lui administrer de l'hydrocortisone. Voilà. Je suis disposé à répondre à la question.